performance grâce notamment à la stratégie et à la créativité sur tout ce qui va toucher au social media et aux social media ads. Donc, je n'ai plus forcément la vue sur le chat et sur toute cette partie-là, mais je sais que vous avez la possibilité de mettre directement vos questions ou d'échanger directement dans le chat. Donc, n'hésitez pas, on répondra à vos questions à la fin. Et en attendant tout le monde, ce que je vous propose, c'est qu'on se présente peut-être avec Steven. Et comme je suis absolument pas polie, je vais commencer par moi. Tu as bien raison. Du coup, je m'appelle Jana Pletton, je suis consultante ads chez Noise, donc qui est une agence basée dans plus de 7 villes aujourd'hui en France. Ça fait 3 ans maintenant que j'ai rejoint l'aventure Noise et je suis spécialisée sur tout ce qui touche au social. Donc c'est pour ça que je suis devant vous ce matin. Encore merci à tous d'être présents. Merci à toi, Jeanne. Pour ma part, je suis Steven. Je suis directeur créa moi, chez White Mirror depuis l'année dernière. Ça fait 17 ans que je travaille dans la com. Ça commence à faire. Donc voilà. Aujourd'hui, je manage une équipe de 8 talents chez White Mirror, autant vidéaste que directeur artistique. Et White Mirror, c'est une agence qui a rejoint le groupe Noise il y a peu de temps, avec qui on a des similitudes et avec qui on a de belles connectivités et on a un bel avenir devant nous. Donc ça va être très cool. Et aujourd'hui, je suis très content de parler performance et créativité pour du SMA avec Jeanne. Ce que je vous propose, on a préparé une petite présentation qui va s'articuler autour de questions qu'on reçoit souvent de la part de nos clients, de la part de nos prospects. Du coup, on va dérouler sur ces questions-là. N'hésitez vraiment pas à interagir dans le chat et on prendra le temps de répondre à vos questions par la suite. La première question à laquelle on a souhaité répondre avec Steven, c'est sur la partie ciblage, puisque vous l'avez peut-être déjà entendu et on en parle de plus en plus. Il y a de vrais changements de paradigme dans le ciblage sur les réseaux sociaux. À l'époque, on avait vraiment les audiences lookalike, les audiences similaires, les audiences par centre d'intérêt qui étaient très précises. Et aujourd'hui, ces audiences ont perdu un petit peu de force et les signaux sont de moins en moins présents. C'est dû notamment à l'arrêt de certains cookies sur certaines plateformes, sur Safari, sur iOS ou sur d'autres plateformes. Et du coup, les réseaux sociaux ont utilisé davantage l'intelligence artificielle et vous avez peut-être entendu parler ces derniers temps d'Andromeda. Donc, Andromeda, c'est vraiment l'outil de l'algorithme Meta pour toute la partie publicitaire qui attribuait la créa directement à votre persona. Donc maintenant, l'algorithme Meta scanne votre créa et la créa de tous vos concurrents directs ou indirects et va la proposer à la personne qui est la plus intéressante. Ça ne veut pas dire que les signaux que vous envoyez via vos données first party sont morts. Ça veut dire qu'ils sont utilisés différemment et que la créa est vraiment devenue au cœur. Ce qu'on voit pas très bien sur la slide, c'est que maintenant on a un paradigme où on dit qu'aujourd'hui le creative testing, c'est la nouvelle manière de cibler aujourd'hui les personnes. On a une volonté un petit peu plus large maintenant dans le ciblage et c'est pour ça que la créa maintenant est vraiment au cœur et que aujourd'hui on est là pour vous parler de la manière de le travailler au mieux. Tout à fait. Moi je trouve que de mon point de vue, parce que je vais reprendre la parole si tu me permets, Jeanne. À qui parle-t-on quand le ciblage est large? Je trouve que quand le ciblage est large, on ne parle plus forcément à une cible unique avec un message unique. Dans mon sens, on construit un système créatif capable de parler à plusieurs motivations d'entrée. La créa, elle ne doit pas seulement porter un message de marque, elle doit surtout révéler un angle créatif. Concrètement, ça veut dire qu'on ne décline pas seulement des formats, on décline des promesses, on décline des hooks, des points de vue, des bénéfices, des niveaux de preuve. On arrête de penser une campagne égale plusieurs assets et on commence finalement à penser un territoire égale plusieurs portes d'entrée. Ça nous laisse quand même pas mal de perspectives là-dessus et du coup, en termes de personnalisation, on est plus optimal.
On a un autre sujet après qui revient souvent, c'est sur les 3 premières secondes. Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est un vrai levier? Là-dessus, je crois qu'on a plutôt le même avis, Steven. Justement, moi, enfin, les 3 premières secondes, c'est vraiment le cœur même de nos créas. Pour nous, c'est pas un mythe, surtout pour les reels, que ce soit pour les carousels aussi, ça a bien fonctionné là-dessus, mais surtout, les 3 premières secondes, c'est là où il va falloir capter au maximum l'intention. Donc, c'est pas un mythe. C'est pas juste une histoire de gimmick. Le vrai sujet, pour moi, c'est la promesse de valeur immédiate. Est-ce qu'on donne instantanément, pardon, une raison de rester? Oui, voilà. Un bon hook, c'est pas forcément un truc qui crie, c'est pas un truc qui va tenter par tous les moyens de vous accrocher comme ça de manière très hardcore, hein, si je peux me permettre. C'est un signal clair, c'est soit une tension, soit un bénéfice, soit une surprise, soit à mon sens une identification immédiate. Le piège avec le hook, c'est de vouloir suroptimiser l'accroche et d'oublier la suite. Un hook, c'est cool, mais il faut pouvoir avoir la rétention derrière, ce que j'aime appeler le hook and hold. Donc, un hook qui fait arrêter le scroll, mais qui ne tient pas la promesse derrière, ça crée forcément de la déception. C'est comme une belle histoire qu'on vendrait bien avec une belle affiche, un beau teasing pour un film, par exemple, si je remets ça. Avec l'histoire, au final, elle est plate, quoi. Donc, on ne juge pas seulement le stop, on juge aussi la tenue du récit derrière. Et ça, c'est totalement vrai sur la partie SMO, mais aussi en SMA, donc vraiment sur la partie plus performance et plus ads. Le hook, il doit vous permettre de capter l'attention, que la personne reste sur la vidéo. C'est un premier signal que vous allez envoyer à l'algorithme dont on parlait tout à l'heure, qui va permettre de cibler les personnes. Mais ce qui est aussi beaucoup regardé en termes de signaux par Andromeda, c'est le hold dont tu parlais très bien, Steven. Ouais. Aujourd'hui, une des vues les plus importantes pour Meta, c'est ce qu'ils appellent les vues through play. Les vues through play, pour vous expliquer, c'est des vues qui font 15 secondes si la vidéo est plus longue de 15 secondes. Donc, ça fait déjà un bon moment, on est bien loin des 3 premières secondes, ouais. Ou de l'intégralité de la vidéo si la vidéo fait moins de 15 secondes. Donc, les trois premières secondes, elles doivent faire arrêter la personne. Donc, extrêmement importante quand on sait qu'on a le scroll extrêmement facile dorénavant. Mais par contre, les vrais signaux qui sont étudiés derrière pour faire diminuer vos CPM, pour améliorer votre ciblage, pour améliorer la délivrabilité de votre ads, c'est plutôt la vue through play. Donc, totalement d'accord avec toi, Steven, sur le fait que travailler le hook, hyper important, il faut vraiment le prendre en compte. Par contre, le hold est tout aussi important, si ce n'est même plus dans des signaux de performance derrière que vous allez envoyer à l'algorithme de Meta. Là-dessus, il y a des petits KPI que vous pouvez créer directement dans votre business manager, dans votre ads manager, donc le hook rate directement, donc les vues de 3 secondes minimum, et après le hold rate, soit les vues through play, soit même les vues à 90, 95, 100% de vos vidéos. Ça, c'est des insights, nous, qu'on regarde énormément et sur lesquels on conseille énormément nos clients, parce qu'encore une fois, en effet, si la personne n'arrive pas jusqu'au bout et n'a pas eu le vrai message et le vrai CTA, vous perdez quand même de la visibilité sur ce qui vous intéresse le plus. Donc, en moralité, optimisez votre hook, mais surtout pas au détriment du hold. Carrément. Une belle histoire, ça commence par un beau teasing. Il faut la raconter ensuite de manière optimale. Sur le sujet suivant, quand une créa est-elle scalable? Est-ce que tu voulais commencer ou est-ce que je prends la parole, Jeanne? Vas-y, je te laisse la parole sur cette partie-là pour commencer. Merci à toi. À mon sens, une créa scalable, c'est pas juste une créa qui marche une fois. Effectivement, quand on parle de scalable, c'est vraiment qu'on doit pouvoir la sérialiser derrière. Donc, il faut qu'elle soit utile une bonne fois et qu'on puisse la dérouler sur le reste du temps. C'est une créa dont on comprend pourquoi elle marche surtout et qu'on peut décliner sans la vider. Parce que oui, c'est réalisable, ça veut dire qu'on a un bon sujet derrière, on a un bon sujet dans un premier point, mais il faut pouvoir la sérialiser sans pour autant l'épuiser. Donc, on peut faire vivre sur plusieurs segments, formats ou moments du funnel. Pour moi, il y a 3 conditions à la scalabilité créative. C'est un concept clair, un mécanisme reproductible et une latitude de variation. Donc, en soi, il faut pouvoir, comme je l'ai dit juste avant, vraiment avoir une bonne idée, un bon concept et pouvoir le sérialiser sans vraiment qu'il puisse s'épuiser trop, quoi. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir le réinventer sans pour autant le dénaturer.
Et d'un point de vue plutôt performance, l'idée maintenant, ça va être vraiment de savoir aussi votre créa, à qui elle sert et comment elle vous sert dans votre funnel ou dans votre tunnel de conversion. L'idée, c'est de pouvoir analyser les bons KPI sur ces créas-là pour choisir justement les bonnes créas et celles que vous allez scaler justement et que vous allez venir retravailler ou diversifier. Nous, on regarde, si on essaye de faciliter au maximum ce tunnel de conversion, on va identifier deux silos, la partie plutôt haute et la partie plutôt basse. Sur le haut de tunnel, vous allez toucher des personnes qui ne vous connaissent pas forcément. Et du coup, l'idée, une créa qui est scalable en haut de funnel de conversion, c'est une créa qui vous permet d'obtenir davantage de portée et de la portée incrémentale. C'est-à-dire que c'est très bien si elle cible des personnes qui vous connaissent déjà, mais l'objectif du haut de tunnel, c'est aussi d'élargir et aller chercher des personnes qui ne vous connaissent pas. Donc, un des premiers KPI à regarder et qu'on surveille, à mon sens, pas suffisamment, c'est la portée et la portée incrémentale. Ça va être de pair avec le CPM. Si votre CPM est plutôt faible, ça veut dire que vous ne payez pas très cher pour toucher beaucoup de personnes. Et ça, c'est plutôt intéressant sur du haut de tunnel. Donc, bien regarder ces deux KPI-là. Pareil, en haut de tunnel, l'idée, c'est de toucher des personnes qui sont peut-être pas encore connaisseurs de votre marque, de votre produit, de la solution que vous apportez. Donc, potentiellement, regardez aussi votre CTR. Les créas haut de tunnel doivent vous permettre de générer du trafic. Si c'est pas le trafic qui vous fait vivre, c'est lui qui va vous permettre d'envoyer des signaux forts également aux algorithmes. Donc, important aussi à regarder à ce niveau-là. En haut de tunnel, la question à laquelle vous devez répondre, c'est est-ce que votre créa permet de toucher un public suffisamment large qui va venir alimenter votre bas de tunnel par la suite. Si c'est le cas sur ces créas-là, vous pouvez venir les décliner. Décliner le hook sur d'autres formats. Vous avez une vidéo qui performe bien sur un angle 3 raisons de tester mon produit ou de faire appel à nous. Le tester, pourquoi pas, en carrousel ou en format fixe et tester sur ces différents formats. Sur le bas de tunnel, là, ce qu'on va venir rechercher, surtout, c'est de la rentabilité directement et vraiment de venir chercher les meilleurs indicateurs de rentabilité. Donc là, assez logiquement, on va venir regarder le CPA et le CPL, le ROAS directement. Et puis, si ça rentre dans vos clous et dans ce que vous voulez venir chercher, bah, vous avez vos top créas et c'est celle-là qu'il va falloir venir décliner le plus rapidement possible. Pourquoi on parle de décliner ces créas-là et on ne vous dit pas tout simplement, bah, une fois que vous avez trouvé votre top créa, arrêtez-vous là, bah, parce que tout simplement, je pense qu'on a tous déjà expérimenté une espèce de lassitude face à des créas qu'on voit tous les jours. À la télé, je pense que c'est encore pire. Bah, c'est pareil pour les réseaux sociaux. À force de voir tout le temps la même vidéo, on ne la regarde plus, on ne l'écoute plus, on en a juste marre et ça nuit à l'image de marque. Donc, surtout, sur le bas de tunnel, n'oubliez pas de contrôler votre répétition, c'est extrêmement important. Et ça va être aussi un signal si la répétition augmente et que du coup, l'algorithme ne diffuse plus que ce visuel-là, c'est que c'est un bon visuel, mais qu'il faut le décliner pour ne pas nuire à votre image de marque. Tout à fait. En plus, sur le funnel, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une force de frappe qui est assez bonne avec les réseaux sociaux du moment où on a plein de formats différents. C'est-à-dire que généralement, ce que je considère comme étant la base, sur le tunnel, on va plutôt travailler des stories pour aller attirer du client, enfin pour aller attirer du public, pardon, utiliser client aussi derrière. Là où sur le bas de funnel, on va plus parler vraiment à notre communauté pure, donc ceux qui nous connaissent parfaitement, on va pas avoir la même tonalité non plus. Et pour autant, notre sujet du haut de funnel jusqu'au bas de funnel, donc de la story jusqu'au post fixe, par exemple, ça va toujours être le même. On va toujours parler du même concept. Voilà. Tout à fait. Et c'est pareil sur une partie plutôt ads, le produit que vous allez vendre ou le service que vous allez vendre, que ça soit en haut de tunnel ou en bas de tunnel, c'est le même. Donc, globalement, c'est des choses qui vont être déclinables. Maintenant, c'est vraiment de choisir le format en ads qui va vous permettre d'aller toucher un maximum de personnes et en bas de tunnel, d'aller les convertir, en fait, finalement. Tout à fait. N'hésitez surtout pas, si vous avez des questions, à les mettre dans le chat. On a un petit temps de questions-réponses à la fin, donc on reprendra plutôt à la fin. Mais ça sera super intéressant de pouvoir échanger directement avec vous. On a un autre sujet autour de la performance versus la marque, où on a beaucoup d'annonceurs qui les opposent. Steven, selon toi, quelle synergie on peut mettre en place vraiment dans la créa entre la performance et la marque ?
Merci pour le passage au micro, remarquablement interprété, Jeanne. Pour ma part, je trouve que opposer performance et marque, c'est une erreur. La marque, elle donne de la mémorisation, de la préférence, de la cohérence. La performance, elle, de son côté, elle donne plutôt de l'apprentissage, du rythme et de la vérité marché. Les deux doivent pouvoir s'enrichir, pour moi. Une bonne créa de performance ne doit pas renier la marque. Elle doit la rendre plus lisible, plus tangible, plus désirable dans un langage social. Elle doit pouvoir s'adapter aussi au code des plateformes de réseaux sociaux. Et inversement, une bonne créa pour moi, une bonne créa de marque, elle doit intégrer un minimum de clarté sur l'offre, sur le bénéfice ou sur la preuve. À mon sens, le bon contenu n'est pas celui qui ressemble à une pub parfaite, c'est celui qui garde le niveau d'exigence de la marque tout en épousant les codes de la plateforme. On est concrètement, on est sur du social media. Vouloir faire de la pub en social media, c'est pas le bon angle. Le social media a son code, sa tonalité, etc. On le voit avec les mèmes, on voit avec les formats POV, etc. Si on réutilise ces codes-là qui sont purs social media, on va vraiment toucher nos cibles sur ces plateformes-là. Et si on rentre après plutôt sur la partie ads, je te rejoins totalement, Steven, sur cette partie-là. Pour moi, il n'y a pas de performance s'il n'y a pas de marque derrière et de préférence de marque. Donc, c'est totalement conjoint, en fait, ces deux sujets, ces deux thématiques. Pour moi, il ne faut pas du tout les opposer. Par contre, il y a encore aussi une distinction à faire dans quelle place on donne à la marque versus quelle place on va lui donner dans la créa en fonction de où se situe la personne dans le funnel de conversion. Tout simplement, on parlait tout à l'heure d'être sur des créas plutôt haut tunnel ou des créas bas tunnel. Sur des créas haut tunnel, si la personne ne vous connaît pas, ne connaît pas la marque, n'a jamais entendu parler de vous, arriver avec une offre, pardon d'expression, mais un petit peu bourrine, c'est pas ce qui va faire cliquer, c'est pas ce qui va faire que ça fonctionne. Ce qui va faire que ça fonctionne, c'est arriver avec des preuves, arriver avec une réponse à un problème, à une solution. Et du coup, avec un contenu où vous allez vraiment présenter la marque. Et du coup, la marque est forcément inhérente à la performance sur le haut tunnel. Sur le bas tunnel, sur des personnes qui vous connaissent le plus, bien évidemment, on peut se permettre d'être, pour le coup, cette fois-ci, un petit peu plus straight to point, si je peux me permettre l'anglicisme, mais vraiment d'aller directement sur l'offre, d'aller directement sur le produit et ce que vous allez pouvoir proposer et peut-être s'astreindre un petit peu plus de la marque. Mais attention, la préférence de marque, elle se construit sur le long terme. Donc, même sur le bas de tunnel, il faut continuer à parler de votre marque et des preuves que vous avez autour de la marque. Et là où je te rejoins totalement aussi, Steven, c'est sur le fait que sur de la performance à proprement parler, on reste sur des réseaux sociaux. Les marques de base sont des invités sur les réseaux sociaux. On consulte les réseaux sociaux plutôt pour suivre nos amis, pour avoir des informations sur ce que font des personnalités qu'on apprécie, pas forcément pour suivre des marques ou pour voir de la publicité. Donc, c'est hyper important de suivre les codes des réseaux sociaux, de créer du contenu qui ressemble à ce qu'on peut consommer de manière native pour pouvoir vous fondre et être beaucoup plus pertinent. Là-dessus, un de nos conseils qu'on pousse vraiment auprès de nos clients au maximum, c'est de créer des contenus et de faire appel aux personnes qui savent créer ces contenus-là. Quand je parle de personnes qui savent les créer, c'est de faire appel aux influenceurs, de faire appel aux créateurs de UGC, parfois même d'utiliser ce que vos clients peuvent produire directement. Pourquoi ? Parce que eux, ils savent faire, ils ont les marqueurs des réseaux sociaux, ils savent comment utiliser ces plateformes à leur plein potentiel. C'est des contenus que les personnes aiment regarder. Donc forcément, quand on aime regarder ces contenus-là, on reste et on crée de la mémorisation de marque et de la préférence de marque tout à l'heure, par la suite. Donc vraiment, pour moi, vraiment très important de savoir faire appel aux bonnes personnes pour venir créer une synergie entre la marque et la performance sur l'AD. Aujourd'hui, sur quasi l'intégralité de nos clients qui ont une stratégie de création de contenu avec influenceurs et UGC, c'est ces contenus-là qui génèrent le plus de performance par la suite. Carrément. Je ne sais pas si tu avais des messages dessus, ou si… Moi, justement, je suis carrément en phase avec tout ce que tu dis. En fait, c'est une bonne marque, et c'est intéressant ce que tu dis, tu vois, une bonne marque, elle s'invite
enfin, les marques s'invitent sur les réseaux sociaux. Ça, c'est pas leur plateforme de base. C'est vraiment des plateformes sociales où on interagit avec des amis. Il faut pouvoir savoir se comporter comme étant un ami et mettre en avant justement la fonction de notre marque plutôt que notre produit, ses avantages, etc. Il faut savoir aller, comment dire, catcher un peu l'attention des communautés sur les réseaux par des biais qui sont de la brand utility. Donc, au lieu de dire voilà notre produit, voilà ce qu'on fait et voilà, voilà à quel prix on va vous le vendre, etc., quel pourcentage, quelle offre, etc., on fait dessus, il faut pouvoir dire voilà à quoi sert notre produit, comment est-ce qu'il peut s'intégrer dans votre quotidien. Mais il faut parler du quotidien des gens dans un premier temps et ensuite amener notre produit dans un second temps. Ouais, Pour le tunnel, hein, bien sûr. totalement en phase. Pas de funnel, on peut y aller carrément plus. Par contre, on peut dire, là, c'est des gens qui connaissent très bien nos produits. Mais il faut quand même toujours un peu, ce que tu dis, remettre de la brand utility aussi dans le bas de tunnel. C'est toujours hyper intéressant, quoi. Carrément. Et enfin, le dernier sujet qui est assez au cœur aussi aujourd'hui de tout ça, parce qu'on vous parle depuis tout à l'heure de l'importance de la créa, de l'importance de scaler une créa, mais comment on le teste, comment on apprend, comment on sait tout ça à l'heure de l'intelligence artificielle et des algorithmes Andromeda, etc. sur tous les réseaux. Le premier point pour moi sur la manière de tester vos créas, en fait, il n'y a pas de réponse toute blanche, toute noire. Ça dépend énormément de la structure de votre marque, de votre cible. Quand on parle de la structure de votre marque, c'est déjà, est-ce qu'on est sur du e-commerce avec beaucoup de produits, peu de produits? Est-ce qu'on est sur du service avec un service ou au contraire une multitude de services? Comment est structurée vraiment votre marque à ce niveau-là, parce que forcément, si vous avez une structure simple, c'est plus simple de tester. Si vous avez une structure plus complexe avec plusieurs cibles, il va falloir tester sur ces plusieurs cibles-là. Donc, la structure de votre marque est hyper importante déjà de base. Il faudra aussi commencer par une étude du coup de vos personas. Est-ce que vous en avez un seul, deux, trois? Est-ce qu'ils sont proches? Pas du tout. Comment ils consomment les réseaux sociaux? Et là, on pourra commencer à se positionner sur une méthode de testing. Un autre point, et je suis désolée de le dire, en tout cas sur la partie SMA, qui est important pour choisir votre technique de testing, c'est le budget. Il fallait bien qu'on en parle un petit budget. Forcément, si vous avez un budget restreint et que vous avez un besoin de performance derrière, ça va impacter votre budget testing. Si vous avez un budget qui est beaucoup plus large, vous allez pouvoir vous permettre de tester plus vite, plus fort et plus proprement aussi d'un côté. Donc, une fois qu'on sait un petit peu comment ça se situe, on a deux méthodes qui sont un petit peu plus fréquentes et qui sont de plus en plus utilisées par les médias buyers. On a le CBO, donc qui n'est pas qu'un menu McDo, mais c'est aussi une méthode de testing sur les réseaux. Donc l'idée, c'est là de mettre un petit peu, de faire confiance à l'algorithme, de mettre toutes vos créas dans le même adset avec un budget global. Et là, l'algorithme viendra attribuer les budgets à chaque créa. C'est une méthode qui est assez efficace dans le sens où ça permet très vite d'identifier vos top spenders, de pouvoir éviter la multiplication des budgets et du coup de garder un budget suffisamment conséquent pour sortir assez rapidement de l'apprentissage et qui, en plus de ça, permet d'avoir assez rapidement un premier résultat et de voir aussi assez rapidement qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Le petit bémol, et vous l'avez peut-être déjà expérimenté si vous utilisez cette technique-là, c'est que dès que Meta aura identifié un top spender, les autres n'auront quasiment plus de budget. Et du coup, on va un petit peu comparer des choux et des patates. On va comparer une créa qui aura dépensé 80% du budget avec une créa qui n'aurait même pas dépensé 1% du budget. Donc, parfois, peut-être une lisibilité un petit peu plus limitée sur les résultats du test. Pas la plus parfaite des solutions, mais intéressante en cas de budget un petit peu limité sur la plateforme. La deuxième méthode qu'on retrouve assez fréquemment, c'est l'ABO. Et cette fois-ci, ça veut dire on segmente un adset par nouvelle créa ou au moins par angle créatif avec un budget dédié.
Et ça permet du coup de pouvoir identifier rapidement quel angle ou quelle créa fonctionne et de pouvoir la rebasculer après dans votre campagne avec les top créas de base. Cette méthode-là est très lisible au niveau des résultats, elle est très parlante. Par contre, attention, elle est très gourmande en budget, puisque forcément, qui dit un budget dédié par créa ou par angle, dit un budget qui va grossir. D'autant plus qu'il faut donner suffisamment de budget pour laisser un peu de force à l'algorithme pour diffuser suffisamment. Typiquement, si vous avez un CPA ou un CPL habituellement aux alentours des 20 €, si vous voulez que la méthode ABO fonctionne, il va falloir donner à chaque athlète un budget supérieur à votre CPA. Donc, vous voyez, ça peut très vite croître et être très gourmand en budget. La bonne nouvelle, entre guillemets, donc ça, c'est une nouveauté qui est en cours de déploiement. Il y a certains comptes qui l'ont déjà, d'autres qui ne l'ont pas. C'est en bêta, notamment sur Meta. C'est des ajustements d'enchères à la créa, donc qui vont permettre, dans une méthode CBO, de pouvoir dire cette créa-là, moi, j'y crois. Je veux que toi, l'algorithme, tu dépenses entre 5, 10, 15, 20% de mon budget quotidien sur cette créa-là. Et au moins, ça permettra de limiter l'effet où, quand vous avez une créa qui est bien positionnée et depuis longtemps, qu'elle prenne tout le budget et ne laisse pas de chance aux nouvelles créas. Donc, sur la méthode de testing, prendre en compte la structure de votre marque, la structure de votre cible également, et ensuite votre budget pour pouvoir optimiser. Et après, de voir la lisibilité la plus claire pour vous et de vous donner les meilleures chances de testing. Sur la partie plutôt direction créative, là par contre, Steven, je te laisse la main. Bien sûr, merci. Alors, c'est vrai que ça donne faim quand tu parles de CBO tout de suite. C'est sur un peu le premier point dont on parle. Tester vite sans produire n'importe quoi. Alors oui, moi, j'aurais tendance à penser que tester vite ne veut pas dire produire à l'aveugle. La vitesse n'a de valeur que si elle s'appuie sur une méthode. Sinon, on teste pas des hypothèses, on jette des objets dans l'algorithme et puis on voit un peu comment ça se passe. Et ça, c'est pas forcément, c'est pas optimal. Pour une direction créative, le vrai enjeu, c'est de distinguer ce qui relève du variable et ce qui relève du stable. On ne change pas tout à chaque fois, on isole ce qu'on veut apprendre. C'est-à-dire qu'on teste, on voit ce qui marche et on isole ensuite comment on veut aller optimiser nos ads là-dessus. Une créa testable, c'est pas une créa low quality, par contre. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on va la tester comme ça dans son champ de vision que forcément on va faire quelque chose qui est rapidement exécuté. Sinon, forcément, ça va pas fonctionner. C'est une créa qui est surtout pensée pour apprendre vite. Par exemple, on va tester tel ou tel hook, on regarde comment ceci fonctionne pour pouvoir mieux cerner celui qu'on utilisera plus tard pour une meilleure performance. On va l'isoler. Et puis, on va voir comment on pourra le réutiliser, le réinventer, le rendre scalable sur ce format-là et comment on pourra aussi le décliner sur nos autres formats qui s'implémentent dans notre funnel. Donc, oui, tester vite, ok, mais pas produire à l'aveugle. Ça, pour moi, ça reste quand même plus complexe ici. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Jeanne, mais en tout cas… Oui, totalement. Et en plus, on a la chance d'avoir aujourd'hui certains réseaux qui ont des phases d'apprentissage qui sont relativement faibles. Je pense notamment à Meta. Si vous êtes déjà bien implanté sur la plateforme, vous allez pouvoir avoir des réponses relativement rapidement, donc la possibilité de tester vite. Par contre, ce qui est important, moi, tu l'as très bien dit, Steven, hein, c'est de comprendre qu'est-ce qui fonctionne pour pouvoir décliner sur les bonnes raisons. Et on rejoint la scalabilité de tout à l'heure, où ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi la créa a fonctionné et qu'est-ce qu'on va venir décliner après par la suite. Et aujourd'hui, à l'heure où les algorithmes ne prennent plus trop en compte les micro-variations du type jusqu'à moins 25% ou dès 25%, l'idée, c'est de comprendre qu'est-ce qui fonctionne réellement et pas ces micro-variations-là pour pouvoir continuer à avoir de la performance sur le long terme, en fait. Tout à fait. Et les deux vont pas l'un sans l'autre, quoi. Il faut pouvoir vraiment… tester justement les choses et tester avec finesse. C'est à peu près tout l'excellent discours que Jeanne a voulu nous donner jusque-là. Maintenant, on est sur une phase d'échange. Voilà, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. On peut comprendre, si vous n'avez pas de questions, c'est qu'on a tout très bien expliqué.
Placement jeune encore, félicitations à toi. En tout cas, sur le Merci à reste, toi aussi, Steven. ah, t'es gentil, tu me plates, c'est gentil. Mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez Alors pas. moi, je n'ai pas forcément la vue sur le chat. Je ne sais pas, toi, Steven, si tu vois s'il y a déjà peut-être des questions déjà. Alors non, on n'a pas encore de questions. Je sais que Salomé a tendu le micro à 9h57, très précise, pour donner si on a des questions, mais pour le moment, pas de questions. Donc qu'est-ce qu'on fait? On se laisse un petit timing? Est-ce qu'il faut... Oui, et puis pareil, n'hésitez pas à nous dire aussi peut-être vous comment vous testez vos créas, comment même vous les produisez. Est-ce qu'aujourd'hui vous utilisez beaucoup l'IA pour la production des contenus? Voilà, n'hésitez pas aussi à échanger vos bonnes pratiques dans le chat, et puis on peut peut-être aussi rebondir là-dessus si vous n'avez pas forcément de questions à proprement parler, mais plutôt envie de partager. Oui, ces questions, ça marche aussi. Suggestions, ça marche très bien aussi. Conseils ou des expériences vécues, etc., ça marche très bien. Alors, on a une première question donc, de David qui nous demande justement les créas IA de Meta proposés, est-ce que vous les utilisez? Alors, dans la partie ads, les créas, donc Meta a mis en place, pour ceux qui sont peut-être un peu moins familiers, des outils qu'ils appellent Advantage Plus, qui sont en place. Donc, il y en a un peu de tout type. Il y a même des outils qui permettent d'aller décliner directement les créas. Là-dessus, ça va dépendre. Est-ce que Meta arrive à comprendre vraiment le secteur? Il y a des choses qui sont pertinentes, des choses qui le sont un petit peu moins. Ça nous est déjà arrivé d'avoir des retours qui sont pas forcément hyper qualitatif, et c'est vrai que nous, agence de communication et de marketing et agence spécialisée dans tout ce qui est social media aussi, on a la chance d'avoir notre studio créatif. Donc souvent quand nos créatives stratégistes ou nos graphistes ont travaillé sur les créas, on n'a pas forcément besoin à proprement parler de ces outils. Maintenant, très intéressant, si vous avez moins de possibilités de production de vos côtés, faites juste attention à la qualité de ce qui est produit sur cette partie-là, et à quoi et est-ce que ça correspond à l'image de marque que vous voulez donner et à votre charte graphique. Il y a de plus en plus d'outils, et je ne doute pas que ça sera une vraie machine de guerre dans les prochains mois. Donc, toujours garder l'œil dessus pour moi. Oui, c'est sûr, il faut pouvoir utiliser l'IA en mode intelligence derrière. Nous, notre force, c'est qu'effectivement, on a un studio créa qui est quand même assez complet, qui comprend des vidéastes, directeurs artistiques, des graphistes, etc., des creative stratégistes. Pour le moment, l'IA, non, on ne l'utilise pas. Parce qu'on aime pouvoir cibler avec précision ce qu'on veut expliquer. Et puis, j'aime à penser encore un peu aujourd'hui, c'est moins le cas parce que l'IA, c'est quand même beaucoup développé et devient de plus en plus précise. Mais je trouve qu'il y a toujours une sorte de direction artistique IA. C'est-à-dire qu'elle a vraiment sa touche. Il y a toujours une espèce de touche IA où on est tout est très bien fait, tout est trop propre peut-être. Et est-ce que c'est ce qu'on a envie d'aller communiquer à nos communautés quand on veut parler concret? Quand aujourd'hui l'algorithme va privilégier l'authenticité, c'est peut-être en opposition. Donc non, effectivement, on l'utilise pas forcément pour l'instant. Oui, et puis pour moi, les extensions Advantage Plus, il y a encore quelques mois, je vous aurais dit Advantage Plus, c'est non. Enfin, quelques mois, quelques années maintenant, je vous aurais dit Advantage Plus, c'est non. Là, de plus en plus, on l'utilise surtout maintenant dans le ciblage à 100%. L'IA arrive, continue à se développer et va être un véritable outil créatif. Mais pour l'instant, en tout cas sur les plateformes Meta, etc., ce qui reste le plus pertinent, c'est de garder le contrôle humain et d'ajouter l'IA quand vous en avez simplement besoin, et pas à toutes les sauces, selon moi. Est-ce que tu as accès au chat, là, du coup, Jeanne? Non, je vois pas l'écran. Alors, oui, parce que toi, tu es en partage de présentation. Mais alors, du coup, j'ai toujours une question de David qui nous dit, vous êtes plutôt dans une logique broad des campagnes avec Andromeda, ou encore de garder des stratégies différenciées de campagne par objectif, entre parenthèses, bas et haut de funnel, ce qui donne campagne et trafic et campagne remarketing. Ouais, alors vaste sujet. Pour l'instant,
Moi, on est encore pile poil à l'entre-deux. L'algorithme de Meta est tout à fait capable de faire du broad très large sans qu'on lui donne aucun signal et sans qu'on ait besoin de remarketing. Ça va dépendre en fait des signaux que vous avez déjà de base sur la marque. Une marque qui se lance partir que sur sur quelque chose de très siloté et compliqué, une structure plus silotée, il va peut-être manquer un petit peu de signaux pour l'algorithme. Donc, on va pouvoir structurer après. Ce qui est important, c'est de mesurer aussi l'impact de ce que vous allez dépenser. C'est-à-dire que c'est très bien de dépenser sur Meta, mais si vous ne dépensez que sur des personnes qui vous connaissent, garder le contrôle sur votre marketing peut être tout de même assez intéressant pour aller chercher justement à toucher davantage de monde grâce à Meta et d'augmenter votre portée organique. Donc, en règle générale, la structure encore actuellement, nous, qu'on recommande souvent, c'est des campagnes assez larges grâce à Andromeda, grâce à Advantage+, et puis de garder un petit peu le contrôle sur le remarketing en gardant cette campagne de remarketing et en les excluant des autres campagnes. Par contre, après, quand on est sur des marques très large public, là, on peut se permettre une structure encore plus simplifiée et juste de contrôler grâce au segment de l'audience si oui ou non on fait bien de l'acquisition et pas uniquement du remarketing, et de garder un budget sur du bas de funnel vraiment remarketing contrôlé et pas de dépenser uniquement sur ces parties-là, parce que sinon, c'est pas suffisant pour votre business. J'espère que ça répond bien à la question de David. C'est top. Il dit top, merci. Il te remercie beaucoup. Parfait. Avec plaisir. S'il y a d'autres questions, il ne faut pas hésiter. Ou des suggestions, ou des conseils, des expériences, etc., des retours d'expérience, on est là pour y répondre. On a encore un tout petit peu de temps. Mais si jamais, par contre, on est OK, aucun souci pour nous aussi, on comprend. Allez, on va laisser encore une petite minute pour écrire vos questions si vous en avez, et puis sinon, on rendra l'antenne. Exactement, l'expression très désuète. Oui, mais et encore, on la comprend finalement. Tu vois, c'est comme toujours pour Sticone, pour les mails, ça reste une enveloppe. C'est vrai. Ça marche bien. C'est une très bonne expression, Jeanne. Elle marche très bien. Merci à toi. Bon. Après, si vous avez plus de questions encore, merci à tous de vous être rendus disponibles aujourd'hui. On reste disponible directement sur nos différents réseaux, justement LinkedIn notamment. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et puis, au plaisir de pouvoir échanger avec vous via d'autres canaux par la suite. Carrément, merci beaucoup à vous. C'était très chouette. C'était une très belle première expérience de webinaire ici avec Jeanne. Jeanne, merci à toi. Tu es une host remarquable. Et vous êtes un public génial. Merci à vous. Bonne journée à tout le monde.